22 heures sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de la soirée. Voici les principaux titres. Disparition du Cheikh Abdi Mouallim Aden, les adieux du président de la République, du gouvernement et de ses amis. Entrepreneuriat, le Premier ministre a présidé ce matin la cérémonie de la célébration de la journée nationale. C'était les titres, merci de nous rejoindre. Nous débutons ce journal avec une triste nouvelle qui est tombée tôt ce matin. Cheikh Abdi Mouallim a été rappelé à Dieu de suite d'un court séjour à l'hôpital militaire djibouto-soudanais Omar Hassan Ahmed al-Bashir. Ce grand uléma, connu de toutes composantes de la nation, était apprécié pour son franc-parler et à ce titre était un ami personnel du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le chef de l'État n'a pas manqué de lui rendre un dernier hommage en prenant part ce matin aux obsèques funéraires au cimetière de PK12. Une foule nombreuse rassemblant, outre le chef de l'État, de nombreux officiels et des anonymes ont assisté à l'inhumation de ce grand uléma du pays. Suite à cette douloureuse disparition, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt. Le président Guelleh a salué la mémoire du Cheikh Abdi Mouallim, une des principales figures des leaders religieux du pays. Dans son message, le chef de l'État a qualifié le défunt de patriote qui a dédié un temps important de sa vie à la préservation de l'unité nationale et au renforcement de la cohésion sociale. Cheikh Abdi Mouallim faisait partie des religieux des plus vertueux qui ont eu le réflexe de placer l'intérêt national au-dessus des intérêts personnels et égoïstes, a indiqué en substance le chef de l'État. Il restera longtemps gravé dans les mémoires des Djiboutiens pour son accessibilité, sa modestie, a également écrit le chef de l'État. Il a formulé ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches ainsi qu'aux amis de cet homme pieux. Cheikh Abdi Mouallim avait en charge une importante famille et était l'imam de la mosquée Salman ben Abdullah Aziz. Et la première dame présidente de l'UNFD, Khadra Mohamed Haïd, s'est jointe au chef de l'État pour présenter également ses sincères condoléances les plus attristées à la famille du Cheikh Abdi Mouallim Aden. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Cheikh Abdi Mouallim Aden est né en 1959 à Deredawa en Éthiopie où il a fait ses premières études à l'école islamique Cheikh Omar. Après ses études, il embrasse ses fonctions d'enseignant à l'école islamique de quartier 4 où il a enseigné le Saint-Coran. Il devient par la suite un des premiers enseignants de l'Institut islamique saoudien. Il est nommé Qadi avant d'occuper la fonction de procureur au tribunal de la Charia. Cheikh Abdi Mouallim Aden laisse derrière lui 2 veuves, 7 enfants et 2 petits-enfants. Nous prions le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui jeudi un message de condoléances à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan suite à l'attaque terroriste dirigée hier soir contre ce pays et ayant causé la mort de 28 personnes ainsi qu'un nombre encore plus important de blessés. Dans son message, le président de la République a condamné un acte odieux, barbare et lâche et demande que l'expression de sa solidarité et compassion soit étendue aux proches et amis des victimes. Je forme le vœu d'un prompt rétablissement aux blessés, a également écrit le président Guelleh, indiquant que le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à lui pour témoigner leur sympathie à la nation sœur et amie de Turquie dans la terrible épreuve. Les attaques à répétition qui visent ces derniers mois la Turquie sont l'effet de milieux hostiles à l'élan de développement hautement significatif dans ce pays frère, a fait observer le chef de l'État djiboutien, qualifiant les auteurs et commanditaires de ces actes et terroristes d'agents au service d'idéaux illégitimes et criminels. Et pour revenir aux nouvelles nationales, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'entrepreneuriat. Commentaire de Hamza Mohamed.
La journée nationale de l'entrepreneuriat s'est ouverte aujourd'hui sous l'égide du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au Palais du Peuple. Cette cérémonie a été présidée par les premiers ministres Abdelkader Kamil Mohamed et elle a vu la participation du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawali, le ministre de l'enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, la représentante de la Banque mondiale, Madame Houma Zahra Foutouhi, ainsi que de nombreuses institutions ou sociétés privées de la place. Cette journée nationale a vu également la présence de nombreux jeunes de l'université de Djibouti, mais aussi de jeunes qui ont l'ambition de créer des entreprises. Cette journée a pour but d'encourager les jeunes à créer leur propre entreprise. Les travaux de cette journée inciteront les jeunes à se procurer de leur propre entreprise. Dans un discours prononcé à cette occasion, la représentante résidente de la Banque mondiale, Madame Houma Zahra Foutouhi, a souligné qu'elle est fière de participer à cet événement. Elle a aussi rappelé le rôle important de la Banque mondiale à promouvoir la création d'entreprises. Le groupe de la Banque mondiale travaille avec les autorités djiboutiennes dans le cadre du projet sur la gouvernance et développement du secteur privé, ainsi que les assistances techniques régulières sur le renforcement des capacités institutionnelles, du climat d'investissement et de réforme. Toutefois, nous notons que le niveau de la capacité des compétences techniques et de gestion existantes dans le secteur privé est faible et constitue un obstacle à l'esprit d'entreprise, l'amélioration de la productivité des travailleurs et le développement de nouveaux produits. Nous notons également que les coûts des expertises, experts techniques, les programmes de renforcement des capacités sont élevés par rapport à la capacité des PME locales pour absorber et investir dans ces activités. Par conséquent, pour aller de l'avant, il est important que les PME et entrepreneurs bénéficient d'une aide directe pour améliorer leurs compétences, savoir-faire et compétitivité. Toutefois, nous notons que le niveau de la capacité des compétences techniques et de gestion existantes dans le secteur privé est faible et constitue un obstacle à l'esprit d'entreprise, l'amélioration de la productivité des travailleurs et le développement de nouveaux produits. Nous notons également que les coûts des expertises, experts techniques, les programmes de renforcement des capacités sont élevés par rapport à la capacité des PME locales pour absorber et investir dans ces activités. Par conséquent, pour aller de l'avant, il est important que les PME et entrepreneurs bénéficient d'une aide directe pour améliorer leurs compétences, savoir-faire et compétitivité. Le président du Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawali, a souligné pour sa part que la Chambre de commerce de Djibouti est prête à offrir une assistance afin que les jeunes puissent monter leur propre entreprise. Nous continuerons à inciter les partenaires en charge de la thématique qui nous réunit ici, notamment dans l'aspect accès et financement, formation à soutenir les jeunes créateurs d'entreprises. La Chambre de commerce est sous ma responsabilité, qu'elle sera à vos côtés pour vous accompagner dans les différentes étapes, mais également pour œuvrer et à ce que les problématiques de l'entrepreneuriat restent au centre des préoccupations nationales, même après la fin de ces journées. À cet effet, nous apporterons notre appui total pour la coordination des actions de l'ensemble des institutions concernées par cette question, la vulgarisation des mécanismes existants et la sensibilisation des jeunes pour faire émerger chez eux l'esprit d'entreprendre. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, les activités entrepreneuriat ont son rôle à jouer pour créer des emplois et contribuer au développement économique du pays. Il n'y a pas de substitut pour le travail dur quand il s'agit de devenir un entrepreneur prospère. La plupart des gens choisissent la solution la plus simple et rapide quand il s'agit de travailler. Si vous voulez avoir du succès, il faut vous consacrer à la persistance, le travail productif, le leadership et la gestion rationnelle de votre temps, a-t-il dit. De son côté, le ministre de l'économie et de finances, Ilyas Moussa Dawali, n'a pas manqué de sa part de mentionner et de mettre l'accent sur l'importance et le rôle crucial que joue l'entrepreneur au sein du pays. Nous les écoutons. Je pense que dans un monde aujourd'hui totalement connecté, un monde interconnecté, la production future ne se fera plus par une production de masse, mais par les productions par les masses. Quand j'ai dit la production par les masses, c'est chacun d'entre vous, des individus qui dans un garage, dans une cave, dans une maison,
seront créatifs d'une idée et pourront être millionnaires. Prenez le cas de Facebook, prenez le cas de Twitter et d'autres cas ce sont des jeunes comme vous, qui utilisent les mêmes moyens de communication que vous, les mêmes ordinateurs, mais qui ont eu cet esprit de créer un modèle nouveau, être innovateur, être innovant, et qui sont aujourd'hui milliardaires et qui embauchent aujourd'hui des centaines de milliers de personnes. Donc, votre créativité ne doit pas s'inscrire uniquement par rapport à Djibouti, mais s'inscrire dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. J'ai été très heureux de constater lors de d'une de mes visites à Montpellier, on m'a fait visiter une technopole. Je vous assure, dans cette technopole, il y avait une pépinière. Et il y avait, à la fin donc de ma visite, on m'a montré le meilleur projet. C'était un étudiant djiboutien, licencié de l'université de Djibouti, qui avait monté le meilleur projet. Et j'en suis très très fier et on doit le saluer. De par mes voyages, j'ai constaté que beaucoup de pays aujourd'hui, les entrepreneurs, les industries, financent dans les universités. Parce que les gens qu'ils vont former seront les gens qui vont travailler pour eux. J'ai vu des entrepreneurs, des industriels former des gens à un type de soudure pour que tous les gens qui sont formés par la suite soient employés par ces industriels. Et je vous invite, mesdames et messieurs le privé, à venir investir au niveau de l'université de Djibouti sur des formations, à venir enseigner dans cette université de Djibouti. Toutes les institutions qui interviennent dans ce processus seront pour la plupart regroupées au sein d'un guichet unique pour, entre autres, faciliter les démarches administratives qui constituent un frein à la création d'entreprises. Je disais, sur le guichet unique qui sera mis en place et qui sera opérationnel dans les 3 mois à venir, nous souhaitons voir un guichet unique pour jeunes entrepreneurs qui sera adjacent à cette initiative, à cette institution. Que notre économie, croît à un rythme soutenu de 6%, de 5 à 6%. Notre action gouvernementale doit non seulement viser à augmenter ce taux de croissance en rendant cette croissance inclusive, mais aussi et surtout la rendre plus génératrice d'emplois. Et fidèle à son franc-parler, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a mis en exergue le rôle prépondérant que jouent les entrepreneurs au sein du pays et que le développement du pays dépend largement de l'effort consenti par ces derniers. Être un entrepreneur n'est pas une chose facile, en effet, il faut une grande motivation, une complète détermination, car cela demande un acharnement au travail, beaucoup de sacrifices, de dévouement et de persévérance. C'est un métier où le risque de faillite est très présent. D'ailleurs, la plus grande majorité d'entrepreneurs échouent dans leur premier projet, a-t-il poursuivi. Nous l'écoutons. Le gouvernement a toujours eu pour principale mission de répondre aux attentes de la population. Et la population attend aujourd'hui que notre jeunesse puisse prendre part pleinement aux très importantes réalisations que le gouvernement a créées ces 10 dernières années pour développer le pays dans tous les secteurs économiques. Le chef du gouvernement demande avec toujours plus d'insistance que les jeunes entrepreneurs, les jeunes à la recherche de l'emploi, les jeunes étudiants et les salariés puissent prendre part à la relève du développement de notre société en y participant activement. Ainsi, cette journée de rencontres entre des acteurs publics chargés de promouvoir des activités et une partie de la jeunesse prête à s'engager, à prendre des risques pour participer à la vie économique et sociale du pays, caractérise bien la volonté du président d'aller toujours plus loin dans le développement du pays. Je rends hommage aux institutions, aux départements ministériels qui participent directement aujourd'hui et aux autres ministères techniques qui ne sont pas organisateurs mais qui sont aussi très importants dans ce combat, ainsi qu'aux compétences individuelles et institutionnelles qui sont chargées de promouvoir et de susciter l'envie d'entreprendre et de créer de nouvelles activités. Jeunes Djiboutiens et Djiboutiennes, la vraie solution, c'est vous qui la détenez.
C'est pour cela que le président de la République souhaite vous rencontrer lors de la conférence sur la croissance d'emploi samedi prochain. Que vous soyez déjà entrepreneur et quelle que soit la taille de votre entreprise, ou bien que vous ne soyez pas encore engagé dans l'entrepreneuriat, le chef de l'État veut vous entendre exprimer vos réserves, vos craintes, vos besoins. Nous savons parfaitement que l'entrepreneuriat ne se développera pas parce que l'administration décrétera qu'il doit se développer. Mais nous savons aussi que l'administration doit lever les verrous qui freinent le développement que vous souhaitez. Et c'est vous seuls, jeunes entrepreneurs potentiels, qui pourrez mieux nous orienter. Car ce qui est bien certain, c'est que la création des petites entreprises sera bien plus bénéfique pour l'emploi que la constitution des grandes entreprises monopolistiques. Notre tissu économique et social en sera plus fort et les retombées économiques pour tout le pays seront plus importantes avec des petits entrepreneurs. Aussi, c'est ce constat direct avec la population que le président de la République recherche toujours, à travers les différents courroies de transmission que sont le gouvernement, l'administration, la chambre de commerce, les syndicats d'employeurs et de travailleurs, l'Assemblée nationale ou les organisations politiques. C'est aujourd'hui notre jeunesse qui est l'acteur principal de ce débat. Les journées nationales de l'entrepreneuriat sont les journées des entrepreneurs. Il vous appartient aujourd'hui de le démontrer. Diverses présentations ont eu lieu, telles que la présentation des dispositifs de facilité fiscale du gouvernement par le ministre du Budget, témoignages d'opérateurs privés et témoignages de clubs de jeunes entrepreneurs qui ont retenu l'attention de jeunes étudiants présents au Palais du Peuple. La suite avec Hamza Mohamed. Après les discours officiels, les travaux de la Journée nationale de l'entrepreneuriat ont démarré ses activités. Des débats et des échanges se sont suivis au cours de cette première journée de travail. La démarche est à prendre au sérieux. Elle reflète au moins l'existence d'une volonté politique qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans notre pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a signé ce matin avec le Dr Mehmet Karaka, recteur de l'Université technique d'Istanbul, une convention cadre définissant les relations d'entraide et de coopération entre l'Université de Djibouti et l'Université technique d'Istanbul. Ce document a été également paraphé par le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed Hassan, ainsi que l'ambassade de Turquie à Djibouti. C'est un magazine de la rédaction. Ce document a été également paraphé par le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed Hassan, ainsi que l'ambassade de Turquie à Djibouti. La convention fixe les modalités de coopération entre les deux institutions. Les deux parties ont établi un programme de travail dans le domaine de la formation des ingénieurs et des techniciens, qu'il s'agisse de nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'Université technique d'Istanbul appuiera ainsi l'Université de Djibouti dans le bon fonctionnement de la filière d'ingénierie. Le recteur de l'Université technique d'Istanbul avait entamé mardi une mission de travail de quelques jours en vue de conclure cet accord. Au cours de leur visite, ils ont pu prendre contact avec l'Université de Djibouti, se rendre compte des progrès qui ont été réalisés. Et à l'issue donc de cette visite, une convention a été signée entre les deux présidents des universités. Cela permettra de concrétiser un certain nombre d'actions pour soutenir les programmes de formation de cette université. En plus de la formation des professeurs, il y aura des étudiants djiboutiens qui vont aller visiter l'université et prendre connaissance de tout ce qui se passe, et plus particulièrement sur les technopoles. Autre nouvelle du pays, une cérémonie de signature de documents officiels attestant la remise des équipements et matériel médical s'est déroulée ce matin au ministère de la Santé, où les trois partenaires Djibouti, représentés par le ministère de la Santé, Dr Kassim Issar Ousmane, l'OMS par le représentant de l'OMS à Djibouti, et le Japon par l'ambassadeur du Japon résident à Djibouti, Tatsuo Arai, ont paraphé le document. C'est un commentaire d'Idrissa Deïta.
Une cérémonie de signature de documents officiels attestant la remise des équipements et matériel médical s'est déroulée ce matin au ministère de la Santé, où les trois partenaires Djibouti, représentés par les ministres de la Santé Dr Kassim Isaac Osman, l'OMS par les représentants de l'OMS à Djibouti et le Japon par l'ambassadeur du Japon résident à Djibouti, Moussitasio Are, ont paraphé les documents. Ensuite, les hauts responsables se sont déplacés dans un entrepôt situé au PK12 pour le transfert des médicaments et équipements au ministère de la Santé. L'important lot remise est composé des médicaments, des moustiquaires, afin de lutter contre les paludismes, des produits d'analyse et des diagnostics des laboratoires, 150 tablettes électroniques pour la collecte et la transmission des données ainsi que 2 véhicules pour les activités sur le terrain. Les montants total de ces dons s'élèvent à quelques 416 millions de nos francs. Il a été octroyé par les gouvernements japonais et transmis au ministère de la Santé via l'Organisation mondiale de la santé. Outre les ministres de la Santé, étaient présents la secrétaire d'État à la solidarité nationale, le président de la commune de Balbala, le secrétaire général du ministère de la Santé et ses proches collaborateurs. Les trois responsables ont mis en exergue l'exemplarité de cette parfaite coopération entre l'agence onusienne et les deux gouvernements Djibouti et Japon. L'ambassadeur du Japon a souligné que le nombre de cas du paludisme n'a pas connu de l'augmentation à Djibouti. Je suis très honoré de pouvoir participer aujourd'hui à cette cérémonie de remise d'équipements. Le don de ces équipements, comme moustiquaires, et médicaments, tablettes et autres, fait partie du projet financé par le Japon et mis en place par l'OMS. Le projet a pour objectif de renforcer les moyens de surveillance et de protection contre les épidémies, notamment le paludisme. C'est pourquoi le gouvernement du Japon a décidé, suite au don de l'année passée, de faire une nouvelle contribution de 2 350 000 $, soit environ 417 millions de francs djiboutiens, afin de consolider davantage les efforts du gouvernement djiboutien dans la lutte anti-vectorielle. Ce projet englobe également la formation du personnel de la santé. J'espère que cette combinaison de formation et de dons d'équipements consolide la base de la santé publique à Djibouti, soit environ 417 millions de francs djiboutiens, afin de consolider davantage les efforts du gouvernement djiboutien dans la lutte anti-vectorielle. Ce projet englobe également la formation du personnel de la santé. J'espère que cette combinaison de formation et de dons d'équipements consolide la base de la santé publique à Djibouti. Quant à lui, le représentant de l'OMS à Djibouti a remercié le gouvernement du Japon à travers son ambassadeur pour le soutien du Japon à son organisation, notamment en République de Djibouti. Je voudrais juste rappeler que la plus grande partie ici, la raison pourquoi ils sont stockés ici, c'est une quantité de 128 000 moustiquaires imprégnés par insecticides à durée durable, qui permettent justement de protéger les personnes contre les piqûres des moustiques qui transmettent le paludisme. Mais il y a aussi d'autres intrants qui ont été, qui sont remis, notamment des tests de diagnostic, du matériel laboratoire et tout ça. Tout ceci s'inscrit dans un projet avec le soutien du gouvernement du Japon, et dans cette occasion je voudrais remercier le gouvernement du Japon à travers son ambassadeur ici à Djibouti pour le soutien continu que le Japon a toujours donné à l'OMS dans tout le monde, mais particulièrement ici à Djibouti. Dans son mot de remerciement au gouvernement japonais et l'OMS, le ministre de la Santé Dr Kassim Isaac Osman a souligné que le président de la République, chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, a fait de la santé une de ses priorités. Le président de la République du Djibouti, chef de gouvernement, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a fait de la santé sa priorité. Ce n'était pas un pari gagné d'avance, mais au vu des événements qui se sont déroulés, rien qu'au cours de ces 2 premiers mois de l'année en cours, à savoir l'ouverture de l'hôpital militaire, l'acquisition d'une série des équipements réceptionnés à Pelletier, l'ouverture du pôle de soins spécialisés après-demain au CNNS, l'ouverture dimanche prochain de l'hôpital de Balbala, qui sera suivi vers le 10 mars de l'ouverture d'un grand hôpital avec plusieurs spécialités dans la région d'Ali Sabié,
et une série de conventions signées avec le Fonds mondial d'un montant de 16 millions de dollars pour les 3 maladies, une autre convention de 7 millions d'euros signée hier avec l'AFD, et aujourd'hui la réception d'un important lot des équipements composés, des véhicules, des 120 000 mousquetaires imprégnés, 150 tablettes, des kits de diagnostic, des réactifs de laboratoire et j'en passe, que nous venons de réceptionner ce matin d'un montant de 470 millions de nos francs Djibouti sur le financement du Japon. Je peux me permettre que l'année 2016 a bien débuté pour mon département. Comme vous pouvez le constater, le président de la République a gagné son pari. Il reste maintenant à nous de les utiliser au bon escient. Et donc, je m'engage, monsieur l'ambassadeur, à assumer ma responsabilité. Pour finir, je voudrais renouveler mes sincères remerciements à l'ambassade du Japon, au gouvernement japonais et aux représentants de l'Organisation mondiale de la santé. Et le gouvernement japonais a été toujours de notre côté pour apporter son assistance constante et j'en suis convaincu que ce ne sera pas la première ni la dernière. Ces équipements et matériels permettront de mieux contrecarrer les paludismes. Et dans le cadre de la réforme des filières techniques du baccalauréat professionnel, un atelier de formation des formateurs de 4 jours s'est clôturé aujourd'hui au lycée industriel et commercial. Le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Abdelkader Hamad, a présidé la fin des travaux de cet atelier de formation. Il a mis l'accent sur l'intérêt de cette session de formation qui vise à accroître le niveau de connaissance et de maîtrise des enseignants sur les nouveaux référentiels de formation issus de la réforme des différentes filières du baccalauréat professionnel. Animée par les responsables de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cette session de formation visait à mettre au même niveau d'information l'ensemble des enseignants des filières techniques sur le nouveau référentiel de formation dans les différents baccalauréats professionnels. Et au cours de cette session, les formateurs ont mis l'accent sur l'appropriation par les enseignants des contenus de nouvelles formations proposées dans les différents cursus du Bac Pro. À ce titre, les responsables de la formation ont fait le tour des cursus, des programmes et des diplômes et certifications dans chacune des filières du baccalauréat professionnel. Des vidéoprojections et des présentations ont permis notamment de faire le point sur les nouveautés et les particularités des nouveaux référentiels de formation. Les enseignants ont profité de l'occasion pour mettre au point leurs connaissances et accroître ainsi leur maîtrise de nouvelles dispositions dans les référentiels de formation du Bac Pro pour une meilleure mise en pratique en classe. Et dans le cadre également de la préfecture de la région d'Arta a procédé aujourd'hui au démarrage des distributions des cartes d'électeurs en présence notamment du président du conseil régional, Omar Jamaoudou. Profitant de l'occasion, le préfet de la région d'Arta, Abdoulaye Al-Oukié, a lancé un appel à tous les habitants de la région d'Arta à venir récupérer leurs cartes d'électeurs afin de s'acquitter de leurs devoirs de citoyens. Il a en outre rappelé que ces cartes seront disponibles dans toutes les sous-préfectures d'Arta, à savoir les sous-préfectures de Damerjog, de Karta, ainsi que les préfectures du chef-lieu. Notant que cette première journée de distribution, plus de 200 personnes ont retiré leur carte d'électeur. Sport à présent, Ayale Suleiman améliore le record du monde en salle du 1000 mètres en 2 minutes 14 secondes et 20 centièmes. L'athlète djiboutien Ayale Suleiman a amélioré le record du monde en salle du 1000 mètres mercredi soir lors de la réunion indoor de Copenhague au Danemark. Ayale Suleiman a commencé sa saison en salle 2016, une importante déclaration quand il a remporté le 1 km Globen Galen de Stockholm dans une nouvelle période de record du monde en salle, 14-20 2014 champion du monde en salle. Il a battu le précédent record du monde qui était de 2 minutes 14 secondes et 96 centièmes établi par Wilson Kipkeeper au Danemark en 2000.
Ayaan Suleiman a couru juste derrière le stimulateur Bram Som dans la marque 600 mètres pour une division d'1 minute 19 secondes et 44 centièmes. Bien sûr, son chemin, un record du monde rythmé. Suleiman ferme pour un temps de finition de 2 minutes 14 secondes et 20 centièmes qui était plein à 3 secondes plus vite que runner-up finition Tijem Kiger. Suleiman a pour but de briser le record du monde avant l'événement de l'intérieur de l'IAAF et il a déclaré aux médias lors de la conférence de presse d'avant-compétition qu'il croyait être capable. Je suis prêt, a-t-il dit. Maintenant, je veux obtenir le record du monde. Je peux le faire cette fois-ci. Après cela, je vais au championnat du monde en salle à Portland. Je ne suis pas sûr que je ferai le 3000 ou les 1500 mètres, mais je serai probablement dans les 1500 mètres, a-t-il ajouté. Et toujours en sport, les rencontres sportives organisées dans le cadre des premiers Jeux nationaux de la jeunesse se poursuivent. En athlétisme, dans l'épreuve du 100 mètres filles, la jeune Habsa Daoud d'Ali Sabié s'impose de justesse devant la jeune Arafo Mohamed d'Ali Sabié aussi, avec un chrono de 14 secondes 42 centimes. La seconde affichant un chrono de 14 secondes 90. Sirad Khalif se classe 3e pour le compte de Balbala. Et chez les garçons, Abbas s'adjuge la première place. Il vient d'Ali Sabié avec un chrono de 12 secondes 5, suivi à la deuxième place par Aden Khair d'Ali Sabié aussi avec un chrono de 12 secondes 8. Suleiman de Balbala obtient la troisième place. Au vu du résultat de cette finale, force est de reconnaître que la région d'Aska est bel et bien la pomponnière des meilleurs athlètes nationaux de la course à pied. Pour les 200 mètres garçons, la première place est attribuée à Hamza Hassan Omar d'Ali Sabié avec un temps de 23 secondes 75. La deuxième place pour Ibrahim Houch de Balbala avec un temps de 24 secondes 41. La troisième place était pour Aden Khair d'Ali Sabié avec un 24 secondes 72. Et pour le classement filles, la première place était pour Rahma Idriss d'Ali Sabié avec un temps de 29 secondes 18. Hamda Abdillahi a pris la deuxième place avec un 29,19. Elvia d'Ali Sabié et la troisième place a été pour Habsa Daoud d'Ali Sabié également avec 30 secondes 81. Pour le 400 mètres garçon, la première place était pour Hamza Hassan Omar d'Ali Sabié avec un 53 secondes 21. La deuxième était pour Omar Ayale de Balbala avec un 53 secondes 85 et la troisième place était pour Aden Aouled d'Ali Sabié avec un 55 secondes 97. Et pour les filles, première place est revenue à Hamda Abdillahi d'Ali Sabié, 1 minute 05 centièmes. La deuxième place à Kafia Abdi Ahmed d'Ali Sabié, 1 minute 8 centièmes. Et la troisième place à Amina Waïs d'Ali Sabié avec 1 minute et 13 centièmes. Pour les 800 mètres garçons, la première place est revenue à Amir Ali Hassan d'Ali Sabié, 2 minutes 4 centièmes. La deuxième place à Badr Daoud d'Ali Sabié et la troisième place à Mourtar Ahmed de Balbala. Chez les filles, Habon Ahmed est venue première d'Ali Sabié, deuxième place Yasmine Saad d'Ali Sabié et troisième place pour Habsa Abdillahi de Balbala. Et concernant les 1500 mètres garçons, Ahmed Mohamed de Balbala à 4 minutes 11 centièmes. La deuxième place est revenue à Ahmed Daher de Balbala et la troisième place à Omar Aden d'Ali Sabié. Et chez les filles, première place pour Samia Hassan d'Ali Sabié, deuxième place Madina Mahamoud d'Ali Sabié et la troisième place à Mahado Moussa d'Ali Sabié. Et concernant le tennis de table, la finale de tennis de table s'est déroulée quant à elle hier après-midi au stade de Gouled. Les résultats se présentent comme suit. Chez les filles, la première place est revenue à Juma Ali Gueda de Tadjoura, deuxième place à Nassima Mahamoud de Balbala et la troisième place à Dayiba Hamoud de Boulaos. Chez les garçons, la première place est revenue à Ramadan Roble de Boulaos, la deuxième place à Waberi Abdo de Boulaos et la troisième place à Abdelkader Abdallah de Dikil. Pour la première fois et le premier Jeux nationaux de Djibouti, ça se déroule à Djibouti grâce au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et à l'appui du président de la République. Ces Jeux se déroulent très bien, les jeunes sont très contents. Il y a même eu au tennis de table une petite fille de 9 ans qui a participé et qui a gagné 2 médailles. Nous sommes très fiers de cette organisation et nous espérons que ce type de jeu reviendrait dans les années à venir.
Dans le cadre des opérations de surveillance maritime dans les eaux territoriales djiboutiennes, une équipe de garde-côtes djiboutienne a intercepté dans la nuit du 16 au 17 décembre dernier 5 bateaux yéménites en activité de pêche illégale et transportant des centaines de kilos de poissons. 31 membres d'équipage yéménites en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. Les gardes-côtes poursuivent sans relâche leurs efforts visant à mettre à terme aux activités de ces trafiquants qui pillent en quantité incommensurable nos ressources halieutiques. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche, d'investigation et des affaires judiciaires des gardes-côtes et ces individus seront traduits devant la justice et leurs embarcations seront saisies et immobilisées au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Et nécrologie, pour finir l'actualité nationale, nous avons appris avec consternation le décès de monsieur Ali Mohamed Darar Ali Sahil, survenu le 12 février dernier à 21h30 dans un hôpital d'Istanbul. Monsieur Ali Mohamed Darar, né en 1923 à Djibouti, a été membre de la première assemblée territoriale en 1957. Père de feu Mohamed Ali Mohamed, ancien ministre décédé en 2012, il laisse derrière lui 2 petits-enfants et 4 petits arrière-enfants. La dépouille du défunt a été inhumée aujourd'hui à Djibouti. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité hors de nos frontières, le déplacement sera en tout point historique. Le président des États-Unis, Barack Obama, effectuera prochainement une visite à Cuba, illustration spectaculaire du rapprochement entre les 2 anciens pays ennemis. L'exécutif américain annoncera jeudi un déplacement dans les semaines à venir de Barack Obama en Amérique latine, notamment à Cuba, a indiqué hier un responsable américain sous couvert d'anonymat. La dernière visite d'un président américain en exercice sur l'île située au large de la Floride remonte à 1928 avec celle de Calvin Coolidge. En se rendant à la Havane, Obama deviendra donc le premier à fouler le sol cubain depuis la révolution castriste de 1959. Après l'annonce du rapprochement entre Washington et la Havane en décembre 2014, les 2 pays ont rétabli leurs relations diplomatiques en juillet 2015. Obama a à plusieurs reprises exprimé sa volonté de se rendre à Cuba tout en soulignant que cela ne l'intéressait pas de simplement valider le statu quo, ce que j'ai dit au gouvernement cubain, et si nous voyons clairement des progrès sur les libertés des Cubains ordinaires, je serai ravi de me rendre sur place pour mettre ces progrès en lumière, avait-il déclaré en décembre. Et si je me rends sur place, il est clair que je dois être en mesure de parler à tout le monde, avait-il encore ajouté. C'est sur ce que s'achève ce journal. Merci de rester fidèles, passez un excellent week-end et à très bientôt.